Ok. On va d'abord attendre que tout le monde se connecte. Non, c'est Insta. Ah, Yves, bien ou quoi? Ça va? T'as vu pour truc là? Pour mon ami? Parce qu'il m'a dit qu'il avait un problème à la jambe, t'as dit que t'allais t'occuper de lui tout à l'heure. Ou demain, je sais même plus. Bon, je vais commencer, même s'il n'y a personne. On m'a raconté une histoire que chez Rothemine, il était dans la mosquée, il y avait une personne et la personne, elle se levait et elle partait. Ça veut dire qu'il était tout seul, en train de faire court. Encore face caméra, c'est... Bon, ça pique. Mais quand c'est à la mosquée et que devant toi, il n'y a personne et que tu es en train de faire dars, en fait, tu es en train de faire un cours, bismillah, qu'il n'y a personne pour t'écouter, ça pique un petit peu quand même. Ça pique. Donc, bismillah, on va commencer. Donc, pourquoi n'arrives-tu pas à perdre du poids? Donc, nous allons voir les erreurs, les conséquences et les solutions. D'accord? Donc, moi j'ai pris des notes. Je vais commencer par te dire quelque chose que personne ne te dit vraiment. Si tu n'arrives pas à perdre du poids, ce n'est pas forcément parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu manques de volonté. Et ce n'est pas seulement parce que tu manges trop. Le vrai problème est plus profond. Et dans ton cerveau, dans tes automatismes, dans ton environnement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer 3 choses. Les erreurs que tu fais sans t'en rendre compte, les conséquences que ces erreurs produisent et les solutions concrètes pour en sortir. Je vais te l'expliquer avec des notions simples de neurosciences. Pas pour faire le savant. Pour que tu comprennes enfin pourquoi tu bloques et comment tu débloques. D'accord? Donc la partie 1 sera la motivation. L'erreur que font les gens, c'est de se baser sur la motivation. Or, la motivation est une émotion, au même titre que la joie, au même titre que la tristesse, au même titre que la colère. Les émotions, la motivation est aussi une émotion. D'accord? Le problème, c'est qu'avec les émotions, c'est un élément sur lequel on ne peut pas compter dans la mesure où elles fluctuent. Elles fluctuent, c'est les hormones qui font que, voilà, les émotions fluctuent. Et le problème, c'est que ça monte et ça descend. Ce n'est pas stable. Et le problème, c'est que lorsqu'une personne se base sur la motivation, ça va marcher pendant 1, 2, 5, 10 jours, une semaine, 2 semaines. Mais lorsque la perte de motivation baisse, au même titre que quelqu'un qui est en colère, il reste pas en colère toute
pour toute sa vie. Il y a un moment donné, la colère, elle baisse. La joie baisse, la tristesse aussi s'estompe. Ben, la motivation, ça va être pareil. Et le problème, c'est que quelqu'un qui s'est basé que sur sa motivation, bah, va voir ses projets tomber à l'eau, vu que perte de motivation, donc perte d'action, et puis la personne va simplement abandonner. Voilà tout. Donc, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est se baser sur la motivation. La motivation, les émotions, est un facteur qui te permet de passer à l'action. D'accord ? C'est un facteur qui te permet de passer à l'action. Une fois que tu es dans l'action, il faut que cette motivation soit relayée par la discipline. Par la discipline. Ouais, par la discipline. Tout simplement. Donc, lorsque la personne a relayé la motivation par la discipline, elle pourra continuer. Mais une personne qui se sera basée que sur la motivation, ben à un moment donné, il va abandonner. Tout simplement. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est ne pas comprendre comment le cerveau fonctionne. C'est important que chaque personne doit connaître un minimum comment le cerveau fonctionne pour pouvoir exploiter, si je puis dire, de façon optimale les capacités du cerveau. Je m'explique. Ton cerveau est un investisseur, d'accord ? Il se pose une seule question en permanence. Qu'est-ce qui me donne le plus de récompenses pour moins d'efforts ? C'est comme ça que fonctionne le cerveau. Le cerveau, lui, il est calibré pour essayer d'optimiser ou même de s'économiser. Essayer de faire le moins d'efforts, mais en ayant le plus de récompenses. D'accord ? Et le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, la nourriture est ultra transformée. Il y a les vidéos qui sont courtes, il y a la distraction qui est permanente, et tout ça conditionne le cerveau à avoir des récompenses sans effort. D'accord ? Donc, les petites vidéos là qu'il y a sur Instagram ou sur TikTok, avec du divertissement, d'accord ? Les produits ultra transformés, d'accord ? On mange un produit, ça nous procure une sensation de bien-être et tout ça. Toutes ces choses-là, en fait, conditionnent notre cerveau à avoir de la récompense sans effort. D'accord ? D'ailleurs, dans les autres lives, j'avais oublié de dire une notion naturelle qui est hyper importante. D'accord ? J'avais fait un réel d'ailleurs sur ça, mais là, je vais en parler vite fait. C'est que justement, notre corps n'est pas fait pour avoir de la gratification immédiate. Elle est faite pour avoir de la gratification différée, et plus particulièrement tout ce qui est sucré, parce que ce qui est sucré est agréable à la bouche et ça procure une sensation de bien-être. Dans la nature, pour obtenir ce genre de choses-là, il fallait faire un effort. Les légumes, par exemple, sont faciles d'accès. On a juste à se baisser, on a des légumes. Que ce soit les concombres, que ce soit les tomates, les courgettes. C'est des légumes qui sont peu caloriques, mais qui sont faciles d'accès. On a juste à se baisser, on les cueille, c'est vite fait. Tandis que les fruits, bon, on va continuer sur la terre. Donc, quand on veut commencer à prendre des choses qui sont sous la terre, là, il faut commencer à faire un effort. Et vous verrez bien que la plupart des légumes qui se trouvent sous la terre sont légèrement plus caloriques que les légumes qui sont sur la terre. Les tubercules, comme l'igname, l'igname, le manioc,
les pommes de terre, hein, même les carottes, quand vous regardez bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus calorique que les légumes qui sont au-dessus. Donc il y a un effort à faire pour pouvoir accéder à ce genre de légumes. Ensuite, il y a les fruits, les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers, voilà, il faut grimper dans l'arbre pour pouvoir atteindre le fruit sucré. Donc un effort à faire pour pouvoir atteindre le fruit. Ou sinon, il faut attendre que le fruit tombe. Voilà. Donc, tu remarqueras aussi que les fruits des bois, fraises, myrtilles, framboises, c'est des fruits aussi qui sont peu caloriques et que l'on peut attraper c'est accessible. Donc voilà, normalement, notre corps, je dis bien notre corps, pas le cerveau, notre corps est fait justement comment dire, notre corps il est fait pour ne pas justement avoir des choses sucrées si ce n'est qu'en faisant un effort au préalable afin qu'il y ait un certain équilibre. Je fais un effort, ok, j'accède à quelque chose de sucré, de toute façon j'ai fait un effort, un déficit calorique, donc quand je vais manger cette chose sucrée, ça va se rééquilibrer. La vie c'est équilibre. Et donc, par conséquence, le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est essayer constamment, tout le temps, d'avoir ces choses faciles. En tout cas, lui, il veut avoir quelque chose de facile sans faire d'effort. Donc voilà, c'est le truc qu'il faut retenir. Et donc, au fur et à mesure du temps, avec les progrès qu'il y a, maintenant, on vit dans une société où là maintenant c'est l'inverse, c'est que toute chose agréable pour le cerveau, le pic de dopamine, hein, comme vous le savez, fait que maintenant on est toujours en recherche de ce pic de dopamine, on est toujours dans ce désir de le vouloir, mais en faisant peu d'efforts. Et donc notre cerveau il est conditionné pour justement ne pas faire beaucoup d'efforts pour obtenir justement de la récompense. Et ça, en réalité, c'est complètement délétère. C'est pas, ça nous dessert et on le verra après. C'est que ton cerveau a été entraîné sans que tu te rendes compte. Donc, il a été conditionné pour ça. Le problème n'est pas moral, le problème est neurologique. C'est ça qu'il faut essayer de bien comprendre. Tu ne choisis pas toujours librement, souvent tu exécutes ce que ton cerveau a appris à aimer. Donc, le fait que le cerveau il a été conditionné dans cet environnement-là à chercher la gratification immédiate, chercher la récompense sans effort, fait que ça va avoir un impact sur notre personne. Et en l'occurrence, le fait de moins en moins vouloir faire des efforts pour obtenir un résultat. Lorsque maintenant je vais te dire de commencer à avoir une certaine discipline, à faire du sport, à manger correctement, ça demande un effort. Et vu que tu as été conditionné depuis un certain temps à rechercher la facilité et que le cerveau a été conditionné pour cela, maintenant, le jour où je te demande de faire un effort, c'est assez compliqué puisque tu n'as pas l'habitude de ça. Ensuite, justement, ne pas comprendre la dopamine. Ne pas comprendre la dopamine. La dopamine, on croit que la dopamine, c'est le plaisir. En réalité, c'est surtout le désir. C'est elle qui te pousse à aller chercher la récompense. Quand tu regardes, parce que la dopamine, c'est le fait de chercher le désir de quelque chose. Tant que cette chose, tu ne l'as pas, tu es toujours en quête de cette chose-là. Et c'est la dopamine qui va te pousser à aller chercher cette chose-là. Parce qu'une fois que tu as cette chose-là, pouf, c'est fini. Chute de dopamine, plus de désir, plus rien. Et à la fin, tu n'en as plus envie de cette chose-là. Il y a des exemples en pagaille.
une personne qui est là impatiemment en train d'attendre le nouveau iPhone, à la fin, quand il a son iPhone, pendant tout le temps de l'attente, il était dans un fantasme. Parce que le fantasme, c'est justement ce trajet entre le point A et le point, j'allais dire B. Non, tant que tu n'as pas atteint le point B, c'est-à-dire que tu n'as pas atteint ton objectif, tu vas toujours être dans un fantasme, dans un désir qui va te maintenir dans l'action et dans la quête de vouloir cette chose-là. D'accord? Tant que tu n'as pas cette chose-là, ça va te pousser à vouloir cette chose-là. Et donc voilà, c'est ça le désir et c'est ça qui provoque la dopamine. Une fois que tu as ce désir-là, d'accord, que tu as assouvi ton désir même, une fois que tu l'as acquéri, chute de dopamine. Et le problème, c'est que tu nourris pas un besoin, tu nourris un plaisir. Il faut faire la distinction entre le besoin et le plaisir. Et la plupart du temps, nous, ce que l'on fait, c'est nous, on est en quête de plaisir. Alors que le besoin, c'est ça qui nous importe. C'est ça dont on a besoin en réalité. Les animaux, eux, quand ils chassent, quand ils mangent, c'est par plaisir. C'est par besoin. C'est pas par plaisir. C'est pour ça qu'ils sont pas gros, c'est pour ça qu'ils sont pas en obésité, ils sont normaux. Les seuls animaux qui sont en obésité, justement, c'est les animaux, c'est les animaux domestiques. Les chiens, les chats, les hamsters. C'est les animaux qui vivent avec les hommes. Comme quoi, vivre avec les hommes, ça fait un peu défaut. Hein. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est qu'on vit dans un monde où le cerveau, justement, est surstimulé à cause de ces pics de dopamine et de ces gratifications immédiates. Et justement, cela fait que la personne va être complètement déshabituée à justement faire des vrais efforts pour obtenir des vraies choses. Donc voilà. Le problème, c'est que tu n'aimes pas trop manger, c'est que ton cerveau est devenu trop sensible au plaisir facile. La vérité, c'est ça en réalité. Ensuite, erreur 4. Répéter les mauvaises habitudes. Donc, sans s'en rendre compte. Une habitude, c'est un chemin dans une forêt. D'accord ? Quand tu marches dans la forêt, quand tu marches dans une étendue d'herbe, si tu passes par le même endroit, il y a un moment donné, tu vas freiner un chemin. Ça va commencer à faire un chemin, quoi. Il y aura de moins en moins d'herbe et tout ça, et ça va créer un chemin. Pour les habitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est la même chose. Donc quand tu as une mauvaise habitude, tu es en train de créer un chemin neuronal. Tu es en train de créer ce qu'on appelle un chemin neuronal. Et cette habitude-là, au début, c'est des choix. Donc au début, tu fais le choix de faire telle ou telle chose. Ensuite, ça commence à être des habitudes. Et plus tu le fais, après, ces habitudes-là commencent à se transformer en automatismes. Et ces automatismes-là deviennent des choses que tu fais sans t'en rendre compte carrément. C'est comme les personnes qui veulent apprendre à conduire, d'accord ? Il y a des gens, ils sont là, ils apprennent à conduire et tout ça. Et au début, ils sont crispés, les deux mains sur le volant. Ils sont là, quand ils changent la vitesse, ils regardent les pommeaux, le pommeau de vitesse et tout ça, la première, la deuxième et ainsi de suite. Et à force de conduire, de répéter le même exercice, et ben quand ils conduisent, ça devient un automatisme. Ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont passé la 5e, tout ça, et ainsi de suite. Pour les mauvaises habitudes, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Tu ne fais pas seulement des choix, tu renforces
des chemins, et les chemins les plus larges, ce sont souvent les pires. Il est là le vrai problème. Ensuite, cinquième erreur. Cinquième erreur, vouloir supprimer sans remplacer. Donc il y a des gens, ils sont là, ils arrêtent le sucre, ils arrêtent... Merci. Ils arrêtent le sucre, ils arrêtent de grignoter, mais ils mettent pas... Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, fin de la semaine. Bah, on est déjà à la fin de la semaine. De rien. Je reprends. Vouloir supprimer sans remplacer. Donc, le truc, c'est qu'il ne faut pas supprimer pour supprimer. Il faut supprimer et ensuite remplacer ce qu'on a supprimé. Car le cerveau, lui, si tu lui as mis une mauvaise habitude, il faut qu'il refasse un chemin neuronal, c'est-à-dire reprendre des bonnes habitudes, des bons automatismes, pour qu'il puisse rester sur ces bonnes habitudes-là. Or, si tu balayes tes mauvaises habitudes sans lui donner un substitut, eh ben, il y a un moment donné, avec la frustration, il va revenir sur ses mauvaises habitudes. Donc, toujours remplacer les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Toujours trouver des substituts. Comme par exemple, moi je sais pas, quelqu'un qui aime le soda, qui aime le Coca-Cola ou le Fanta, parce qu'il y a ce goût-là, il y a cette sensation pétillante qu'il a dans la bouche, et ben cette personne-là, le mieux pour lui, c'est qu'il remplace ça par de l'eau gazeuse. Il y aura toujours cette sensation pétillante, il n'y aura pas le goût sucré, mais il y aura cette sensation pétillante. C'est déjà mieux que rien. D'accord ? Une personne qui est friand comment ça s'appelle, de chocolat ou quoi qu'est-ce, il peut toujours remplacer ça par moi je le fais, hein. Il prend les moules à tablette, il fait fondre du chocolat noir à 80%, 70%, il mélange ça avec des oléagineux, des noisettes, des noix de cajou, des raisins secs pour le goût sucré. Bref, il prend plein d'oléagineux, il met ça dans le moule à chocolat, il met ça au frigo et puis il mange ça. C'est plein de magnésium, tu manges ça avant de dormir, tu dors bien. Et tu as une sensation de sucre sous ton palais. Les jus de légumes. Voilà, remplacer les jus normaux par des jus de légumes. D'accord, là, il y a de la betterave, de la céleri, j'ai mis un peu de fruits aussi, quand même. Pommes, poires, pour le petit goût sucré et digeste. Enfin, pas digeste, que ça passe au niveau gustatif. Et ça passe. Et au moins, je nourris mon corps. J'hydrate mes cellules et je rééquilibre mes cellules. Hein. Potassium, magnésium... potassium, magnésium, sodium, oh là là, je me rappelle plus des équilibres des sels minéraux. En tout cas, il y a des couples de minéraux dans lesquels où il y a un équilibre. Sodium, je crois que c'est potassium. Magnésium, je sais plus avec quoi. Il faudrait que je révise. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette boisson-là, énergisante, complément alimentaire, est meilleure que le Fanta, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la 6e erreur. Croire que le problème est uniquement dans l'assiette. Le problème n'est pas uniquement dans l'assiette. La plupart des problèmes, justement, est ce que j'ai précité. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire juste un déficit calorique. Certes, le déficit calorique est important. Si on veut perdre du gras, forcément, il faudra faire un déficit calorique. Mais il n'y a pas que sur ça qu'il faut jouer. D'accord ? Si la personne n'arrive pas à bien dormir parce que son système nerveux il est cramé, il faudrait d'abord peut-être résoudre son problème de système nerveux cramé, ensuite son sommeil, et ensuite là on verra pour le déficit calorique. Hein. Parce que tant que
il fait du stress chronique et que son cortisol est constamment sécrété par le cerveau de façon permanente, il va avoir du mal à perdre du poids. Donc voilà. Le problème de l'assiette, ça représente à peu près 30%, hein, c'est tout. Donc voilà. Donc on va passer aux conséquences. Les conséquences de tout ça. Donc qu'est-ce qui va se passer après avoir énuméré les erreurs? Donc les conséquences. Je t'apprends rien. Conséquences physiques. Donc voilà. Les mauvaises habitudes répétées, ça produit du surpoids, de la fatigue, de l'inflammation, des douleurs articulaires, une perte de mobilité. Le corps paye ce que le cerveau a automatisé, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, les conséquences mentales. Donc la conséquence mentale est présente, mais elle est beaucoup plus silencieuse. C'est à force d'essayer et d'échouer, d'accord, la personne se dit que c'est un raté, c'est un bon à rien, d'accord. Il assimile, il affilie son échec, justement, à sa personne. L'échec, dans le monde anglophone, est perçu de façon positive. C'est-à-dire que les anglophones, eux, se rendent compte et savent que l'erreur, c'est primordial et c'est ça qui fait que tu vas apprendre. D'accord ? Dans le cheminement de n'importe quel sujet de n'importe quel projet que tu vas faire, le fait de faire des erreurs va te permettre justement d'apprendre et de ne pas retomber dans ces erreurs. Et plus tu apprends des erreurs tôt, et mieux c'est pour toi. Parce que si les erreurs, tu les apprends, mais un peu plus tard, ça va être un peu plus difficile de se relever. Alors que quand tu es dans tes débuts, et que tu passes à l'action, bien sûr, et que tu fais des erreurs, et ben voilà, t'es pas encore dans un moment où tu es vraiment dans ton apogée, donc tu peux arriver et faire des erreurs. Bon, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est qu'à la base, les erreurs, les échecs, les fautes sont là pour nous apprendre. Or, une personne qui justement va faire constamment des erreurs, d'accord ? Elle va faire des erreurs. À un moment donné, au lieu de se dire que déjà, je fais une erreur, je la réitère, donc il y a un problème, donc je dois faire une introspection et voir pourquoi je fais ces erreurs. Donc il doit être dans une dynamique de se remettre en question et de corriger là où ça ne va pas et surtout savoir les raisons pour lesquelles il fait ces erreurs, quelles sont les causes pour lesquelles il fait ces erreurs. Et le problème, c'est qu'il y en a certains qui ne font pas cet effort-là de réflexion. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de faire une introspection, et ben directement, ils vont se dire « Ah, vas-y, je suis un bon à rien, je fais tout le temps les mêmes erreurs. Vas-y, je suis nul, j'y arriverai jamais. » Et là, ce qui se passe, c'est que la personne, il perd confiance en lui, il n'a pas une bonne estime de lui, et là, il sombre encore plus. Donc, en général, ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se réfugier dans de la malbouffe pour essayer de se réconforter un petit peu. Mais ça, on le sait, c'est quelque chose d'illusoire et d'éphémère. Il va se sentir bien pendant un moment, mais quand la dopamine aura disparu, il va revenir vite à la réalité. Et le problème, c'est qu'il va recommencer en essayant d'oublier ses erreurs qu'il aura faites. Donc il va se mettre un film Netflix en mangeant une glace à Gendaz et ça ne va pas arranger les choses. Les mauvaises habitudes abîment ton corps, les échecs répétés abîment qui tu crois être. Ensuite, les conséquences sociales. Et puis il y a ceux que personne ne dit à voix haute. Tu n'oses plus, tu évites les photos, certains vêtements, certains endroits. Tu prends moins de place, tu te retires. Le surpoids ne touche pas seulement le corps, il touche aussi la présence.
tu prends de la place physiquement, mais en réalité, tu essayes de te faire tout petit. Tu es dans un endroit, tu essayes de te faire tout petit et tout ça, pour éviter que les gens te regardent, mais bon, tu passes pas inaperçu. C'est ça le problème. Et ça, psychologiquement parlant, c'est pesant. La place que tu prends dans ta propre vie, tu vois. Donc le surpoids ne touche pas seulement le corps, il touche la présence, la place que tu prends dans ta vie. Donc il est là aussi le problème. Ça, c'est les conséquences sociales. Tu n'oses plus aller dans des restos avec les gens, voilà. Parce que tu vois que tu prends trop de place. Maintenant, quand tu vas à un endroit où il y a du monde, tu essaies de te faire tout petit, mais bon, tu n'y arrives pas. Bref. Conséquences physiologiques. À long terme, des conséquences physiologiques sont par exemple la résistance à l'insuline, les dérèglements hormonaux, la maladie métabolique, l'inflammation chronique. Et là, on n'est plus dans de l'esthétisme. Là, on est à l'intérieur, là. D'accord ? Par exemple, plus prendre le gras. Beaucoup de gens croient que le gras est un élément inerte. Les gens croient que le gras est un élément inerte, mais je ne veux pas dire que c'est un organe, mais c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant qui, lorsque elle est à proportion normale, il n'y a pas de souci. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Elle sécrète des hormones, d'accord ? Et elle sécrète des hormones de façon normale. Mais une fois que le gras commence à prendre des proportions anormales, et ben là, il y a un dérèglement hormonal qui se fait. La graisse commence à sécréter des hormones qu'il ne faut pas qu'ils sécrètent. Elle commence à être à répandre, à sécréter des substances qui inflamment l'organisme. Et c'est là que les problèmes commencent à arriver. Donc voilà. Donc dernière partie, c'est les solutions à toutes ces erreurs ou conséquences. Déjà, la première solution, c'est d'arrêter d'attendre d'attendre la motivation. La motivation, peut-être qu'elle peut être attendue que si tu sais que tu as besoin de ça pour après être discipliné juste après. Il faut que ta motivation soit suivie d'une discipline. Il ne faut pas juste que tu es motivé pour être motivé. Parce que la motivation, elle va s'estomper et il faut que c'est la discipline qui prenne le relais. D'accord ? Donc, tu es motivé, c'est bon, je suis motivé. Tu fais un plan d'entraînement, un plan alimentaire pendant que tu es motivé, qui, bien sûr, peut se tenir sur du long terme. Parce que la motivation aussi, le problème, c'est que quand tu es en surplus de motivation, tu vas commencer à te mettre dans ta tête des plans alimentaires et des plans d'entraînement qui ne sont pas tenables sur le long terme. D'accord ? Donc, il faut être aussi lucide, parce que les émotions, des fois, nous fassent qu'on a un manque de lucidité. Donc, il faut que cette motivation soit relayée par la discipline. Et la discipline, c'est comme j'ai dit, plan d'entraînement, plan alimentaire qui se tient sur du long terme. Et une fois que tu es discipliné, en fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quel que soit l'état dans lequel tu es, tu vas y aller. Dans ta tête, tu vas te dire, je dois y aller, il faut que j'y aille. Même si des fois, tu n'es pas motivé. Et il est là la différence entre quelqu'un de motivé, quelqu'un de motivé, entre guillemets, quelqu'un de discipliné, voilà, et quelqu'un qui ne fait que compter sur sa motivation. Parce que quelqu'un qui compte sur sa motivation, ou qui compte même sur un individu, quelque part, il n'est pas dépendant. Il est dépendant de sa motivation ou de l'individu. Il suffit que l'individu avec qui il va faire du sport, il soit indisponible ou qu'il ait un manque de motivation, pouf, il va commencer à rater les séances. Une personne qui est disciplinée, lui, il se base sur ce qu'il a écrit et il va s'en tenir à ce qu'il a écrit.
il pleut, c'est le jour où je dois faire mon footing, je ne vais pas attendre qu'il arrête de pleuvoir. C'est l'heure où je dois partir courir, je vais courir. Je suis un petit peu fatigué, vas-y, j'y vais quand même. J'y vais quand même et j'essaye d'adapter ma séance en fonction de mon état. Mais il faut que j'y aille. C'est pas je suis fatigué, j'y vais pas. Il faut être à l'écoute de son corps, il faut essayer de trouver le juste milieu. C'est pas je suis à l'écoute de mon corps et j'y vais pas du tout. Ou je suis pas à l'écoute de mon corps, mais j'y vais et je fais ce que j'avais prévu. Si tu sais que tu es trop fatigué, voilà, tu fais une séance tranquille et tout, à basse intensité, un peu de mobilité, un peu de marche rapide et tout, un petit truc. Au moins, tu sais que tu as fait quelque chose et après tu rentres. Donc voilà. Donc, arrêtez d'attendre la motivation. Donc ça, c'est le premier point. Donc voilà, arrêtez d'attendre la motivation et créer un cadre. Comme j'ai dit, une discipline. Donc, début de l'heure de manger, début de quand je vais dormir. Voilà, essayez de faire des trucs carrés et de s'en tenir. D'être à cheval dessus, c'est ça le plus important. Vraiment, quel que soit l'état de la personne, quel que soit le temps qu'il fait, quelles que soient les circonstances, je m'en tiens à ce que j'ai prévu de faire et à l'heure que j'ai prévu de faire. Si vraiment il y a eu un gros imprévu, il faut rattraper le truc. Avant que la journée se termine, il faut que j'ai fait ma séance, il faut que j'ai fait mes trucs. La deuxième solution, utiliser la répétition pour créer un nouveau chemin. Donc on avait dit tout à l'heure que les habitudes, les mauvaises habitudes, ont été un choix au début, après une habitude, et après un automatisme. Et à la fin, cette chose-là, tu l'as fait sans t'en rendre compte. Ça, c'est un chemin neuronal que tu as créé avec la répétition sans t'en rendre compte. Une habitude, c'est une chose que tu fais en répétant. Tu as répété, tu as répété, tu as répété. Or, quand tu as répété, tu t'en es pas rendu compte. Mais là, tu as fait une chose qui est un automatisme. D'accord? Les mauvaises habitudes. Et bien, ce processus-là, tu le fais de la même manière, tu l'as fait dans un cercle vertueux. C'est-à-dire que maintenant, tu veux essayer d'effacer les mauvaises habitudes. Ces mauvaises habitudes-là, tu pourras les mettre de côté, les effacer, seulement si tu commences à créer un nouveau chemin neuronal. Et ce nouveau chemin neuronal que tu vas créer va être fait par des habitudes vertueuses que tu vas devoir répéter. Donc il faudra répéter, ça va être des choix, après des habitudes. Après, ça va être des automatismes. Et carrément, le fait que tu n'aies pas fait cette chose-là va te donner un sentiment, une sensation bizarre, un manque intense qui va faire que j'ai pas fait ce truc, je me sens mal, il faut vraiment que je le fasse. J'ai pas fait ma séance aujourd'hui, je me sens mal, il faut que je fasse une séance. Il faut qu'à la fin, une habitude devient une obsession de sorte à ce que quand tu la fais pas, tu te sens mal. Là, on est bon, là. Ensuite, le changement n'arrive pas quand tu comprends, il arrive quand tu répètes. C'est ça aussi le problème des gens. Oui, t'inquiète, j'ai compris. Oui, c'est vrai, je sais. Tu sais, mais tu fais pas. Le savoir, savoir et faire, c'est deux choses différentes. Donc, c'est que quand seulement tu vas faire cette chose-là, qu'on va considérer que tu as compris. Tant que tu n'as pas fait cette chose-là, pour moi, tu n'auras rien compris. Parce qu'une personne qui comprend, en général, il passe à l'action tout de suite. Tant qu'il n'est pas passé à l'action, c'est qu'il n'a rien compris au film. Donc voilà. Ensuite, troisième solution, désaturer le système de récompense. Comme on a dit, notre cerveau a été conditionné dans un environnement où la gratification immédiate est à portée de main. C'est-à-dire que on vit dans un monde d'opulence, dans un monde d'abondance, dans lequel où tout est facile, accès, tout est à portée de main. Et ça veut dire qu'on a nos récompenses assez facilement et on a une gratification immédiate. Et cet environnement dans lequel on vit
en réalité, elle est délétère et on n'est pas fait pour ça. On est fait pour avoir des périodes dans lesquelles où il y a de l'abondance, après des périodes où il y a la galère, et c'est comme ça, c'est la vie. C'est un cycle pour créer, si je puis dire, un équilibre. Si notre corps est fait pour stocker, il est fait pour stocker pour anticiper quoi? Il est fait pour stocker pour anticiper la famine et la disette. Vous voyez, tu vois bien qu'il y a 4 saisons. Il y a des saisons où il y a des fruits et légumes qui poussent, et il y a des saisons où il n'y a rien qui pousse. Et les animaux, ils sont là, ils sont terrés dans leur tanière ou je ne sais quoi. Ces périodes-là, c'est des périodes dans lesquelles il faut tenir. Et l'une des choses qui va te permettre de tenir, c'est le stock de gras que tu auras cumulé. Donc tu auras grossi, tu auras stocké pour ensuite affronter la famine, affronter la disette. L'ours, quand il arrive, il hiberne pendant je ne sais combien de temps. Il a un stock de gras. Il hiberne pendant peut-être 6 mois. Il ressort de sa tanière. Il s'est aminci. Mais le stock de gras qu'il aura cumulé au préalable l'aura permis de traverser justement cette hibernation. Voilà. Là, on est bon. Quand on est en harmonie, en aligné avec la nature, là, tout rentre dans l'ordre. On croit que les périodes difficiles, c'est des périodes qui nous font du mal. Non, c'est un bien en réalité. Parce que l'opulence et l'abondance nous maintient dans un état de fainéantise. On a des problèmes articulaires. Bref, il n'y a que du mal dans ça. Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'écoute du corps ? Est-ce que ça ne va pas à l'encontre de l'écoute du corps? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai pas compris. J'ai pas compris ta question. Donc, désaturer le système de récompense. Ce qu'il faut faire, c'est si ton cerveau est saturé de plaisir rapide, comme je l'ai dit, sucre, écran, grignotage, distraction, l'effort te paraîtra toujours plus dur. Le fait de vivre, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'opulence et dans l'abondance, va faire que comment ça? En fait, tu veux dire que si on met un cadre, ça va aller à l'encontre de l'écoute de notre corps. Le problème, moi, regarde ce que j'ai envie de te dire. En plus, ça va justement ça rentre dans le sujet. C'est qu'en réalité, avec les exemples que j'ai dit précédemment, j'ai dit qu'on n'est pas en accord avec la nature. C'est-à-dire que normalement, Dieu, il a fait quoi? Il a fait en sorte que les saisons, le jour, la nuit, soient alternés et que ça crée un équilibre. Et que notre corps, il est fait qu'il y ait cet équilibre. Justement, tantôt, tu es dans l'abondance, tantôt, tu es dans la disette. Et le moment où tu étais justement dans l'abondance, d'accord, va faire que tu vas affronter l'hiver, d'accord, parce que tu auras fait ton stock tu auras stocké du gras, ce qui va te permettre d'affronter la disette. Maintenant, on est dans une période où on doit, de façon artificielle, créer un peu cet environnement naturel. Et j'ai envie de te dire que tu es obligé d'avoir une certaine discipline pour pouvoir reproduire cet environnement naturel. Parce que si tu écoutes, je ne vais pas dire que ton corps, mais si tu écoutes surtout ton cerveau et ton œuf, parce que tu t'appelles Hamoud, donc je pense que tu es musulman, si tu écoutes ton œuf pour faire rapide, parce que voilà, laisse tomber, là tu vas pas suivre le cycle normal. Là, tu vas être dans l'opulence et tu vas manger, et puis c'est tout. D'accord? Donc, tu es obligé, dans ta discipline, mettre un cadre dans lequel où tu vas te dire, vas-y, je mange que 2 fois par jour. De temps en temps, je vais me priver de manger et de boire pendant 3 jours.
C'est ça la vraie discipline. Me laver, par exemple, avec de l'eau froide pendant 3 semaines, voilà, tu te fais violence. Ça va te permettre justement de forger un esprit d'acier. Ça va endurcir ton corps. Ça va justement aussi te laver avec l'eau froide, par exemple, de pouvoir avoir un rapport avec le froid dehors, que tu verras, tu auras moins froid. Le fait que tu arrives et que tu manges moins, ça aussi, ça va te permettre de... Bref, il n'y aura que des bienfaits. En fait, quand tu te fais violence et que tu commences à rentrer dans le dur, ça ne peut que t'éduquer, ça ne peut que te rendre plus fort. Et le problème, c'est qu'on vit une société où justement, on n'est plus face à de l'adversité, on n'est plus face à des contraintes et ça nous affaiblit. J'ai fait un réel sur, par exemple, l'os. Les astronautes, quand ils vont dans l'espace, ils perdent en densité osseuse parce que justement, il n'y a plus eu de contact avec le sol. En fait, il n'y a plus de contact. Le corps n'a plus de contact et ça fait que l'os a perdu de sa densité osseuse. Le corps, il est comme ça. Ce qu'il n'a pas besoin, il le met de côté. Le corps, il voit qu'il n'y a pas d'impact, donc il va arriver, il va diminuer en densité. Quand il va voir qu'il y a des impacts, le corps il va se dire, ah, j'ai besoin de fortifier mon os, donc il faut que je crée de la densité osseuse. Et c'est pareil pour quelqu'un qui fait de la muscu. Si le muscle il gonfle, c'est parce que justement il sait que là, il y a eu un stress mécanique qui fait qu'il doit fabriquer ou du moins grossir plus ses fibres musculaires pour pouvoir ensuite, euh, être capable de soulever une charge plus grande à la prochaine séance. Le corps, il est fait comme ça. Le corps, c'est un antifragile. Le corps, il est fait pour encaisser, endurer et toujours progresser à condition qu'on le soumet à un stress ou à une contrainte assez suffisante pour qu'il puisse s'adapter et pour qu'il puisse continuer à progresser. S'il n'y a pas de contrainte, il ne va pas s'adapter, il va même régresser. Voilà, le corps, il est comme ça, il n'y a pas de choix. Voilà. Donc, il faut désaturer le système de récompense. Et puis voilà, il faut se faire violence. Bah, comme je l'ai dit, hein, j'ai même pas besoin de... Et c'est là que justement, euh, euh, avec tout ça, ce qui va se passer, c'est que tu auras une satisfaction et un sentiment d'accomplissement. Et le sentiment d'accomplissement est beaucoup plus grand que des petits efforts comme ça qui te donnent un shoot de dopamine. Parce que quand quelqu'un aura mis du temps à perdre du poids, il aura mis, je sais pas moi, 4 mois à perdre 30 kilos, à la fin, il va avoir un énorme shoot de dopamine. Parce que pendant toute sa période dans laquelle où il aura fait des efforts, sa dopamine va commencer à monter petit à petit. Ça va commencer à monter petit à petit, petit à petit, et ensuite, ça va commencer à se stabiliser. Mais cette dopamine-là qu'il aura accumulée, d'accord, ça sera une dopamine qui sera proportionnelle à l'effort qu'il aura fait. Voilà, tout simplement. Gros effort, gros flot de dopamine. Petit effort, petite dopamine. Donc voilà. Attendez un instant. Donc voilà. Le plaisir immédiat, petite dopamine. La gratification différée, grand shoot de dopamine. Et en plus de ça, ça permet à la personne d'avoir... Attendez un instant.
Donc voilà, la différence entre la satisfaction et le sentiment d'accomplissement et le plaisir. Le plaisir fait que la personne a un petit shoot de dopamine, alors que la personne qui a un sentiment d'accomplissement a un grand shoot de dopamine. Et en plus de ça, ça sera accompagné par une grande estime de soi, une grande confiance en soi. Il va se regarder dans le miroir en se disant qu'il est capable de faire. Il aura une espèce de grande fierté et ça va le permettre de continuer à faire des efforts et ça va même le permettre d'être transversable. Ça va être transférable sur d'autres domaines de sa vie. Par exemple, dans l'entrepreneuriat ou dans ses relations avec certains de ses amis et tout ça, ça va être une chose qui va être favorable pour lui. Solution 4, remplacer et pas supprimer. Comme on l'a dit précédemment, le fait de supprimer n'est pas une bonne stratégie parce que le cerveau va revenir aux mauvaises habitudes. Donc ce qu'il faut faire, c'est de créer de bonnes habitudes, d'accord ? Essayer de justement... Attendez, je ne vais pas me répéter. Ouais. Essayer de créer de bonnes habitudes pour que le cerveau puisse s'habituer avec la répétition aux bonnes habitudes afin que ça soit même des automatismes. Ensuite, construire une nouvelle identité. Donc, de toute façon, la personne qui va faire l'effort de perdre du poids va forcément changer ses habitudes et forcément changer d'identité, ça c'est sûr et certain. La personne ne va plus être la même. La personne aura en plus une estime de soi, une confiance en lui. Il sera organisé, il sera discipliné. Il aura une espèce de fierté, bon, qui ne va pas aller jusqu'à l'orgueil, mais il aura une espèce de fierté qui va faire que forcément il va changer son identité. Forcément, il va changer son identité, la personne va changer. Les gens peut-être même vont lui dire qu'il a changé, c'est ce qui était prévu à la fin. J'ai fait un régime, c'est pas pour rester gros, c'est pour perdre du poids. Et si ça pouvait aussi en même temps me donner confiance en moi et tout ce qui s'ensuit, pourquoi pas, je le prends. Donc voilà. Donc ensuite, réorganiser son environnement. Donc le cerveau suit toujours le chemin le plus court, donc rend le bon chemin plus facile que le mauvais. Éliminer tout ce qui est mauvais pour toi, pour ta santé, pour ta diète, et remplace tout ça par de bonnes choses. C'est l'environnement. Si, par exemple, il y a des sneakers dans l'armoire, il y a des Häagen-Dazs dans le congélateur, il y a des choses qui sont pas bonnes dans le frigo et tout ça, tout remplacer et mettre à la place des bonnes choses. Des oléagineux, du chocolat noir, des yaourts 0%, même si je suis pas fan de tout ça. Parce que lui, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va voir ce qui est court pour lui. Il va voir qu'il n'y a pas de sneakers, mais il va voir qu'il y a une pomme. Il va se contenter de la pomme. Voilà. Au frigo, il va ouvrir. Il va voir qu'à la place du jus Fanta, il y a du jus de légumes sorti de l'extracteur. Donc il va prendre ça. Et ainsi de suite. Et même dans l'environnement, ce qui est bon à remplacer ou à éliminer, c'est les mauvaises fréquentations. Parce que il y a beaucoup de gens autour de toi, tu vas être dans le même délire que lui. Quand il va voir que tu veux te prendre en main et que tu veux commencer... Pourquoi ça s'éteint ? Il n'y a plus de batterie. Bon. Tant pis, il n'y a plus de batterie. Là, c'est... ça c'est revenu. Quand il va voir que tu te prends en main et qu'il va voir qu'il y a des résultats dans ce que tu fais, il y en a, il y a des gens, c'est des jaloux, il y a des gens, c'est des envieux. Tu vas lui renvoyer par ton action son inaction. Il va voir en toi qu'en réalité, lui, c'est un branquignol. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Au lieu de se dire, mon gars, il est en train de faire des efforts, moi aussi, je vais faire comme lui.
il va essayer de t'amener dans son délire. Enfin, du moins que tu restes dans ce... Non. Non, on fait chemin. Après, il y en a, ils se rendent compte qu'ils sont dans une... Dans un... Pas dans un bon dynamisme, mais ils t'encouragent. Hein. Ah, vas-y, tu sais, moi... Mais vas-y, wallah, t'es un bon et tout ça, c'est bien ce que tu fais, tout continue et tout. Mais il y en a, non. Ils grincent des dents, ça les énerve. Ah, t'as changé. Bah oui, c'est ce qui était prévu. Hein. Mm. Donc voilà. Donc j'espère que j'ai été utile par rapport à ce live. Là, ça fait à peu près 1 heure, ouais, ça fait pile poil 1 heure. Donc que ce live, le live touche à sa fin. Donc j'espère que j'ai été profitable et que tout le monde a compris. Si personne n'a de questions, je vais devoir vous laisser. Donc si quelqu'un a une question. Ok. Bonne soirée à tous.